Donc maintenant, on passe au groupe, qui a travaillé sur la détermination des caractéristiques du peuplement permettant de limiter l'impact du changement climatique sur, les sapinières. Donc les objectifs, de ce groupe, c'était d'identifier les variables qui seraient corrélées, au dépérissement du sapin, pour pouvoir ensuite, produire des cartes prédictives de la vulnérabilité, notamment au changement climatique et pour ensuite pouvoir identifier des pratiques de gestion adaptées pour tenter de limiter ce dépérissement. Donc pour ça, la première étape, ça a été de créer une base de données à l'échelle de toute l'Occitanie pour pouvoir, intégrer des gradients climatiques, plus importants que seuls, ceux à l'échelle du Pays de Sceaux. On a donc sélectionné des placettes de l'inventaire forestier de l'IGN selon les mêmes critères que les placettes de terrain. Donc, pas de coupe rase, un sapin codominant, et cetera. On a pris des données depuis 2019 jusqu'à 2022. Sur ce jeu de données, donc, avec les placettes de l'IGN et nos placettes de terrain, on a pu calculer des variables, diverses, comme, la surface terrière, la diversité, la circonférence relative et cetera. Et en plus, nous avons ajouté des variables issues de Digitalis pour pouvoir, représenter les variables climatiques, donc la température, les précipitations et cetera. Sur ces variables, on a fait 3 types de calculs, l'évolution, anomalie, donc une simple différence de moyenne, la vitesse d'évolution et une dernière variable qui permet de pondérer l'évolution par la variable de référence. Ces jeux de données, après cumul, donc on a, 3 455 arbres, pour 241 placettes dans toute l'Occitanie et 186 variables, à tester. Tout ça pour, pouvoir faire des modèles avec. On a donc créé 2 modèles, linéaires généralisés, un à l'échelle du dépérissement à l'arbre et un, à l'échelle de la placette. Pour chaque modèle, on a sélectionné les variables une par une sur 3 critères. Il fallait qu'elles améliorent la performance du modèle, donc qu'elles permettent au modèle d'avoir une meilleure prédictivité du dépérissement, qu'elles soient cohérentes biologiquement, et enfin qu'elles ne soient pas corrélées, aux autres variables déjà sélectionnées. Donc pour vérifier la cohérence biologique, on a par exemple, réalisé les courbes, que vous pouvez voir, qui permettent de vous montrer la réponse de la variable expliquée, donc le dépérissement, par rapport à chaque variable. Et de vérifier du coup, que cette variable qu'il y avait bien une cohérence biologique. Ici, par exemple, le dépérissement augmente avec, l'augmentation du déficit hydrique, ça semble bien cohérent. Ça nous a permis de sélectionner 5 variables pour le dépérissement par arbre, la vitesse d'évolution de la réserve utile, le type de mélange, la circonférence relative, le type d'humus et l'évolution de la température maximale. Pour le modèle, à l'échelle de la placette, il n'y a que 2 variables qui sont ressorties significatives et qui permettaient de faire, avancer le modèle. C'était la vitesse d'évolution du déficit d'évaporation et la profondeur du sol. Après ça, le modèle, ne progressait plus. On va commencer par présenter le modèle d'étude du dépérissement à l'échelle de l'arbre. Comme l'a dit Claire juste avant, on a retenu 5 variables explicatives. Le modèle a un AUC de 0,70, donc c'est un modèle qui a une qualité correcte, avec un succès de 58 pour prédire, l'état de l'arbre, dépérissant ou non. On peut retenir le modèle a une sensibilité de 77. Autrement dit, la sensibilité, c'est la capacité du modèle à prédire l'état dépérissant de l'arbre et il est quand même assez bon là-dessus. La première variable à ressortir dans notre modèle, c'est la vitesse d'évolution de la réserve utile entre, la période actuelle et notre période de référence. C'est donc une variable qui témoigne de l'impact du stress hydrique et on peut voir que pour des vitesses d'évolution de la réserve utile qui sont plus élevées, donc pour, des pertes de réserve utile plus rapides, on a un dépérissement qui est plus important. Autrement dit, les arbres qui sont sur des zones avec des zones qui s'assèchent rapidement ont plus de chances de dépérir. Notre, dernière variable qui est ressortie, la variable numéro 5, c'est aussi une variable qui témoigne du stress hydrique puisque c'est l'évolution de la température maximale en automne. Globalement, quand une augmentation de la température maximale en automne entre nos 2 périodes entraîne un dépérissement plus important. Ensuite, la troisième variable à être, ressortie dans notre modèle est l'impact de la circonférence relative de l'arbre qui peut donner c'est un indicateur, par exemple, du statut social de l'arbre. Ce qu'on peut voir, c'est que les arbres avec une circonférence relative assez faible sont les arbres dominés et donc sont les arbres qui dépérissent.
On a une courbe qui est quand même assez extrapolée pour des valeurs de circonférence relative au-dessus de 5, donc c'est à prendre avec précaution. Mais globalement, on voit qu'on a aussi l'effet de l'âge. Pardon. On a aussi l'effet de l'âge qui fait que les arbres les plus vieux meurent. Enfin, en quatrième variable qui est ressortie, on a l'effet de la disponibilité en nutriments dans le sol grâce au type d'humus. Donc globalement, un type d'humus 1, c'est les humus de type mort, donc assez épais, avec une faible disponibilité en nutriments. À l'inverse, les humus de type 3 sont les humus avec une forte disponibilité. Et on voit qu'on a un gradient très net de mortalité où de dépérissement, pardon, où le dépérissement est plus important pour des humus assez épais. Pour finir sur la présentation de nos variables, la deuxième variable qui est ressortie juste après notre réserve utile, c'est l'impact du type de mélange sur le dépérissement. Ici, on a eu un résultat assez intéressant où on voit globalement que les taux de dépérissement les plus importants sont dans le cas où les sapins sont en présence avec du hêtre, pardon, et à l'inverse, les taux de dépérissement les plus faibles apparaissent là où le sapin est en présence d'épicéa. Donc c'est des comparaisons qui sont relativement à un sapin en peuplement pur. C'est-à-dire que des sapins en hêtrée sapinière, sapinière hêtrée dépérissent plus qu'en sapinière pure. Des sapins en sapinière pessière, épicière sapinière dépérissent moins qu'en sapinière pure. Et enfin, notre type de mélange autre, c'est des mélanges avec d'autres feuillus. On avait notamment du châtaignier, du frêne et du sorbier des oiseleurs. Et on peut voir que les sapins en présence de ces mélanges dépérissent moins que lorsqu'ils sont en sapinière pure. À partir de ce modèle, on a pu réaliser une carte de vulnérabilité du sapin pectiné. Donc on a une première carte à l'échelle de toute l'Occitanie. Globalement, on peut voir que le modèle fonctionne on voit que la zone où ça dépérit plus, c'est la zone toulousaine où le sapin ne pousse de toute façon pas. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au niveau des zones montagneuses, là où le sapin pousse effectivement. Donc si on fait un zoom sur le pays de Sceaux, notamment sur notre zone d'étude où on a fait le road sampling, on peut voir qu'on a un gradient de dépérissement avec une probabilité de dépérissement qui est plus importante à l'est, peut-être dû à l'effet du climat méditerranéen qu'on observerait ici. Et c'est intéressant puisque ça voudrait dire qu'il faudrait faire attention aux sapins qui seraient dans cette zone en particulier parce qu'ils pourraient dépérir dans les années à venir. Maintenant, on va vous présenter les résultats du modèle à l'échelle de la placette. Donc, on a pu faire ressortir deux variables explicatives qui sont donc la vitesse d'évolution du déficit d'évaporation en été et la profondeur de sol. Donc, comparé à l'autre modèle, on a une AUC pareil de presque 0,7. Donc, on a deux modèles qui sont à peu près équivalents avec une sensibilité un peu moins forte pour ce modèle. Les deux graphiques nous donnent la probabilité de prédiction de dépérissement en fonction des deux variables. Et donc, on voit que plus le déficit d'évaporation augmente rapidement et plus on a un sol peu profond, plus la probabilité de dépérissement est grande. Donc ces deux variables font ressortir que, on a un fort impact de la disponibilité en eau dans le dépérissement, du sapin et que c'est, une variable, qui est plus importante, que d'autres variables climatiques, par exemple comme l'effet de la température. La sélection de ces 2 variables et le modèle donc on a pu produire, des cartes prédictives, et donc on voit, une distinction entre plusieurs zones, donc une zone de montagne où on a moins de dépérissement, qui est liée à un climat plus frais avec une disponibilité en eau plus importante, et une zone orientale qui est plus sujette, au dépérissement du sapin. Pour conclure, on peut faire donc un lien entre nos 2 modèles. Donc on voit que les 2 modèles convergent et sont cohérents et font ressortir, la dynamique du stress hydrique comme, la variable la plus importante. On a pu tester aussi un nombre de variables conséquents avec, différents types de calculs d'évolution des variables climatiques. Donc c'était intéressant, de pouvoir les comparer. On a aussi une variable liée à la gestion qui est ressortie, le type de mélange. Donc on a pu voir que
les mélanges avec, des épicéas étaient, plutôt bénéfiques pour le dépérissement. Après voilà, on n'a pas un aspect plutôt négatif, c'est qu'on peut pas évaluer, la corrélation pour les variables qualitatives, et on suppose qu'il y a quand même un lien, entre le type de mélange, pardon, et la température. Faudrait aussi, approfondir la question des mélanges, avec, les feuillus. Concernant les données climatiques aussi, on a une vision qui est partielle seulement puisqu'on n'a pas pu avoir les données, pour les 3 dernières années et elles permettent pas de retranscrire, les variations, plus locales. Pour prendre du recul, sur nos modèles, on a vu qu'on avait des performances, correctes mais limitées, donc qui pourraient être, un peu améliorées. Voilà, on aurait aimé, comparer, le modèle GLM avec d'autres types de modèles qui auraient pu peut-être faire ressortir, d'autres variables et on n'a également pas pu prendre en compte, les événements extrêmes qui auraient pu aussi, avoir qui ont sûrement un impact dans le dépérissement du sapin. Donc voilà, si vous avez des questions, donc Oui, pour la oui, j'avais pardon. 2 questions, moi je peux les dire en même temps. Tout d'abord au début là, je sais pas parce que normalement l'altitude a dû être, analysée aussi, mais c'est vrai que le fait de c'est assez contre-intuitif, le fait que les tresses sapinières soient plus sensibles que les sapinières pures. Mais peut-être que c'est tout simplement lié à l'altitude, puisque, bah, les tresses sapinières étant plus basses que les sapinières pures, ça peut être un facteur explicatif, de cette partie qui est contre-intuitive. Oui, voilà, Heu, c'est pardon, pour répondre, c'est, sûrement le lien donc avec l'altitude ou la température, donc qu'on n'ait pas pu, évaluer les corrélations, étant donné que c'est une variable qualitative. Donc voilà, c'est à prendre, avec un peu de recul. ouais et puis, 2e point aussi d'observation, c'est que la vulnérabilité, ne fait pas ressortir, sur la chaîne pyrénéenne les vallées de Luchon et Vallée d'Or, sur lesquelles, c'est des vallées assez profondes et donc assez basses, sur laquelle on a des dépérissements actuellement, et qui pour autant sont liés à des zones où, assez sèches aussi. Enfin tout est relatif, hein, on est en montagne, mais enfin en tout cas plus sèches. Donc ouais, c'est vrai que c'est étonnant comme, le fait que comment dire? Que le plateau de Sceaux, ressort bien, mais que, les vallées d'Or et de Luchon ressortent pas très bien, voilà. C'était Oui, plus un constat là. du coup, juste pour répondre rapidement à ça, effectivement, ça fait partie des limites très clairement de notre modèle. Maintenant, on a testé, la variable altitude et elle n'est pas ressortie comme, significative dans le modèle. Donc, si c'était l'altitude, en Ouais, elle-même. c'est ce que je me suis dit, ouais, effectivement. Mmh. Maintenant, ça peut être une variable qui est comprise dans, nos différences de réserve utile. Par exemple, on pourrait s'attendre à avoir des réserves utiles qui varient différemment en altitude ou pas et donc à l'inclure dans cette variable-là. Ça pourrait être intéressant de tester aussi des modèles avec moins de variables. Ça fait partie des limites. Mais en tout cas, on a un effet qui ressort du type de mélange. Mmh mh. On n'arrive pas forcément à l'expliquer, mais ça fait partie de nos résultats. Ouais, ouais. D'accord, merci. Ouais, juste 2 petites réactions par rapport à ces 2 questions, hein. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, il y a quand même pas mal de variables qui ont été testées, hein. Donc cet effet du hêtre, on le retrouve dans le massif vosgien, hein, un effet qui est pas énorme, mais entre les sapinières pures et les traits sapinières et donc si c'était un effet corrélé, alors pas forcément à l'altitude, mais effectivement à des aspects, thermiques, tu avais toutes les variables pour, prendre ça en compte et ça n'a pas Ouais. été pris en compte dans le modèle. Donc, ça sous-entend qu'il y a quand même un effet complémentaire Mmh. et juste une remarque aussi par rapport à l'aspect extrapolation là, dans les autres vallées. Donc votre modèle, là, vous avez un jeu de données, vous l'avez élargi pour, avoir des gradients écologiques plus importants, mais le domaine de validité est quand même bien une bonne moitié du jeu de données vient du plateau de Sceaux. Donc l'idée, c'est de prédire sur le Ah plateau de oui Sceaux, la partie extrapolation, elle est pas fiable, hein, donc là, et faut pas vraiment regarder. d'accord, Ça a mais servi à effectivement sur le bien plateau de caler les Sceaux ça réponses, voilà. mais il est OK, pas valide en dehors de la zone d'étude. très bien, d'accord. Oui, oui, j'avais pas saisi ça, ouais. Effectivement, sur le plateau de Sceaux, enfin, le fait qu'il ressorte bien, ça c'est des données qu'on avait aussi sur, les aspects, déficit, hydrique et qu'on avait également identifié, sur d'autres projets et donc c'est tout à fait, souvent je dis,
Bon, pas de chance pour les collègues, audois et des Pyrénées-Orientales, mais c'est un peu la sentinelle des dépérissements des Pyrénées. Donc on observe quand même bien cette partie-là, puisqu'on sait très bien que derrière, ça nous permet de caler nos futurs dépérissements dans les sapinières sur l'autre partie des Pyrénées, quoi. Ouais. Pour répondre aussi à ta question, Thomas, je pense qu'il y a un aspect aussi climatique, hein, dans le sens où les dépérissements sur les zones dont tu parles, le Luchonnet et la Vallée d'Or, en fait, il y a eu une vague en 2003 et en fait depuis globalement c'est très 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 calme et c'est que très récemment, c'est-à-dire l'année dernière et il y a 2 ans, enfin 2022-2023, que les dépérissements ont repris dans ces zones-là. Et en fait, pour l'instant, c'est des zones qui commencent à avoir le changement climatique. Donc c'est pour ça que je pense aussi que ces zones n'apparaissent pas. D'accord, oui, parce que les placettes étant en grande majorité, ont été relevées avant 2022, peut-être c'est ça? Oui, si je peux intervenir, j'ai posé une question, au sujet des modèles et des variables utilisées. Je comprends pas, le choix des variables pour le modèle arbre, parce qu'à mon sens, à part la circonférence relative, tout le reste, c'est des variables stationnelles, donc c'est à l'échelle de la placette. On va pas distinguer, ce qui est réserve utile ou température à l'échelle des différents arbres d'une placette. Donc comment a été arbitré ce choix de variables entre les 2 modèles? Oui, effectivement, dans le modèle arbre par arbre, l'objectif c'était de modéliser à la fois, l'effet de l'environnement et des variables propres à l'arbre. Donc on a utilisé à la fois la circonférence qui est donc une caractéristique de l'arbre, circonférence relative, la hauteur aussi et des variables issues de la placette comme, tout ce qui est température, réserve utile, pH. Donc c'est sûr qu'en termes d'échantillonnage, on aura plus d'arbres sur les placettes qui ont beaucoup d'arbres. Mais c'est la seule manière qu'on a trouvé de combiner à la fois des variables propres à l'arbre et à l'environnement, pour modéliser en fait, l'effet de toutes ces variables sur le dépérissement par arbre.